On ne va pas faire des présentations en bonne et due forme. Je rappelle simplement la traduction récente du livre de Ralph, Prehistoric Future, qui vient de sortir. C'est autour de Max Ernst et d'autres questions. Ralph a travaillé avec Wolfram Pichler, qu'on entendra demain, à des questions de topologie, à des questions de modélisation. Donc, il a croisé Damisch par cette voie-là. Et le mieux que je puisse faire, c'est de le laisser parler. Ah oui, merci beaucoup pour cette invitation et pour me présenter ici. C'est un honneur énorme de parler ici. Et, il faut que je m'excuse pour mon français et j'espère que je ne vais pas vous torturer trop longtemps. Ma conférence dure à peu près 30 minutes. Depuis Panofsky, c'est grâce à Hubert Damisch, grâce à l'auteur du jugement de Paris et de l'origine de leur perspective, que les historiens de l'art ont recommencé à lire Kant. Donc, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? On peut lire les réflexions suivantes. Et je m'excuse que j'utilise une traduction un peu du 19e siècle, je n'ai pas trouvé une autre à Bâle. Je ne m'oriente donc géographiquement avec toutes les données objectives du ciel. Qu'elle est encore d'une raison subjective de distinction, et si un jour, par miracle, tous les astres, conservant du reste leur forme et leur situation respective, ne représentaient d'autres changements, sinon que leur direction, d'orientale qu'elle était, serait devenue occidentale. Aucun humain ne remarquerait la nuit suivante, à la clarté des étoiles, le moindre changement, et l'astronome lui-même, s'il ne faisait attention qu'à ce qu'il verrait, et pas aussi à ce qu'il sentirait, serait infailliblement désorienté. Mais la faculté de distinguer que lui a donné la nature et qui lui est devenue habituelle par un plus fréquent exercice vient à son aide, grâce au sentiment de la droite et de la gauche. Ce passage contient deux thèses différentes. Kant formule explicitement la première. L'orientation réside non dans l'ordre du monde, mais dans le sujet. Le sujet pouvait s'orienter même si un miracle ou le mauvais génie de Descartes renversait le monde. La deuxième thèse est, à l'inverse, bien moins rassurante. Elle est simplement suggérée dans l'idée singulière qu'aucun humain ne remarquerait le renversement du cosmos, de même qu'un astronome qui ne se fierait qu'à son œil perdrait l'orientation. Que peut donc bien signifier? Ne pas remarquer le renversement du monde et perdre l'orientation. Kant introduit ici la distinction suivante entre une perception purement visuelle et une autre reliée au corps, à sa constitution et à ses habitudes. L'astronome, qui se fie seulement à son œil, ne remarque pas le renversement du monde, et même le ciel lui semble tout à fait inchangé. Il note simplement que les étoiles ne lui indiquent plus où le soleil se lève. C'est seulement le sentiment de sa main droite et de sa main gauche que lui permet de trouver son chemin dans le monde, même avec l'aide d'un ciel étoilé inversé. Plus loin, dans le déroulement de son argumentation, Kant explique que cette distinction entre la gauche et la droite a une mission paradigmatique. Il s'agit d'une distinction précatégorielle qui ne relève pas de l'entendement en tant que faculté de produire des conseils, mais de l'intuition. Ces réflexions reposent sur une riche tradition philosophique sur la gauche et la droite,
qui avait atteint provisoirement son apogée avec Leibniz et que Kant avait longuement abordé pour la première fois en 1768 dans le texte du fondement de la différence des régions dans l'espace. Ce n'est qu'avec le tournant critique qui, selon certains commentateurs, fut initié par la réflexion sur la différence entre la droite et la gauche que Kant délocalisa l'orientation dans le sujet. Le sujet fini peut s'orienter dans le monde parce que les distinctions essentielles qui assurent son orientation sont créées par la forme de la perception de l'espace, ou autrement dit, parce que l'orientation est créée esthétiquement. Ce fondement transcendantal de l'orientation demeure immédiatement présent pour le sujet fini, situé corporellement, dans le sentiment de différence entre la main gauche et la main droite. Cette partie de l'esthétique transcendantale est introduite via Schopenhauer dans la pensée théorique de l'art du XIXe siècle. Cependant, comme très souvent dans la postérité de la philosophie kantienne, les arguments du philosophe qui devait fonder les conditions de possibilité de la connaissance ou dans notre cas d'une orientation précatégorielle se transforment en abîme. C'est le cas dans le cycle de Max Klinger, Un gant. Nous verrons que ce cycle de 10 gravures à l'eau forte repose sur une expérience de la pensée que Kant n'avait osé faire, figurer non pas le renversement en une nuit du ciel étoilé, mais le renversement du sujet même. L'œuvre aujourd'hui célèbre de Max Klinger se porte comme titre original dans la première édition de 1881 ein Handschuh-Zyklus von 10 Kompositionen radiert von Max Klinger. Un gant, cycle de 10 compositions gravées par Max Klinger. Les feuillets se succèdent, soumis à des brusques changements de lieu, de temps, de protagonistes, de genre iconographique et de mode de représentation. Le feuillet 1, qui représente une piste de patinage à roulettes dans le parc de Hasenheide à Berlin, où une femme a laissé tomber un gant, offrant au feuillet 2 l'occasion d'un rapprochement galant, nous conduit, feuillet 3, dans une chambre à coucher, et de là, dans le monde du rêve qui tourne, feuillet 4, autour du sauvetage du gant. Puis, de son triomphe et de l'hommage rendu à celui-ci, pour revenir dans le feuillet 7, dans la chambre désormais envahie et visitée par des monstres. Avant que le rêve, après 2 images énigmatiques, le repos, puis l'enlèvement, ne s'achève sur une allégorie de l'amour. Je souhaiterais vous présenter le cycle en analysant la cohérence interne des 10 feuillets, précisément en le considérant comme un système cyclique. Un système cyclique, selon veut le définir brièvement, se caractérise de 2 manières. Premièrement, par le fait qu'il s'organise autour d'une forme, par exemple celle d'une chaîne ou d'une couronne. Deuxièmement, par le fait que le système cyclique se superpose différents ordres narratifs et thématiques, si bien que la cohérence entre les feuillets est à la fois réouverte et resserrée à chaque intervalle. Pour plus de clarté, je vous dirai tout de suite ce que j'identifie comme la figure du cycle de Klinger, un gant. Le titre du cycle n'indique pas seulement le thème de ces 10 planches, la séparation d'un gant de son pendant et les différentes tentatives de restitution de ce gant, mais le titre désigne aussi la forme du cycle. Klinger ne crée pas une couronne,
une chaîne ou encore une ronde d'images, mais un gant d'images. C'est le système cyclique, tel qu'on l'a justement défini plus haut, né de la superstition de différents ordres thématiques et narratifs. On peut supposer que tous les ordres se réfèrent à la forme du gant. En effet, de nouveaux aspects du gant en tant que forme du cycle reviennent sans cesse en jeu. Les 5 doigts, les 4 intervalles entre chaque doigt et les 10 doigts de 2 gants figurent de plusieurs manières l'ordre numérique de ce cycle en 10 parties. Engageant une réflexion sur l'enveloppe et le corps, le peintre suggère qu'il s'agit d'un cycle de gravure dont chaque feuille renvoie à son pendant, sa planche d'impression. Et Klinger, tout particulièrement, prend également l'inadéquation spatiale de l'un et de l'autre du gant gauche et du gant droite comme prétexte pour façonner à partir de là la forme de son cycle. Observons d'abord de plus près le premier feuillet intitulé Ort, lieu. Il montre le skating rink dans le parc de Hasenheide à Berlin, ouvert en 1876 comme lieu de rencontre de la bonne société berlinoise. On s'observe et se salue. La chute d'une jeune fille éveille une certaine attention. Cependant, notre regard est dirigé vers une femme en blanc assise seule au fond de la salle. Les contemporains reconnurent le peintre dans le personnage tout à gauche qui regarde hors de l'image. Le deuxième feuillet, intitulé Handlung, action, opère un brusque changement de scène. Dans une volte-face de 180 degrés, nous sommes transportés du hall d'entrée au milieu de la piste de patinage et nous voilà tout près d'un homme au premier plan qui, en pleine course, se saisit d'un gant qu'une femme a fait laisser tomber devant lui. La forme horizontale se transforme en forme verticale, la vue globalisante en une vue subjective. Les amis de Klinger indiquèrent au public d'amateurs d'art que l'homme serait l'artiste lui-même et que la femme en blanc de la première page ne serait autre qu'une élégante brésilienne qu'il courtisait. La signification de ces données personnelles pour l'interprétation du cycle de gravure était déjà contestée par ses contemporains. L'anecdote, cependant, permet sans doute de comprendre que le tournant entre le feuillet 1 et le feuillet 2 opère une sélection de personnages et que les 17 figures présentes dans l'image précédente, il en sélectionne 2. 2 personnages, mais pas un couple. Alors que la première gravure est dominée par les couples, 3 couples d'hommes et 3 couples mixtes, on voit sur le second feuillet un groupe de 3 personnes ainsi que 2 personnages isolés. Le motif du gant perdu suggère de lire la constellation des personnages dans le second feuillet comme une perturbation de la symétrie des couples. Dans le groupe de 3 personnes à l'arrière-plan, il manque une femme ou alors un homme est en trop. Cette asymétrie se répète au premier plan. La femme ne possède plus qu'un seul gant, alors que l'homme, de son côté, porte des gants en train de se saisir d'un 3e gant. C'est cette action qui désigne le titre. Mais le titre, en allemand Handlung, ne renvoie pas seulement à cette action singulière et délimitable de ce gant ramassé. Le feuillet nous indique bien plus qu'il faut comprendre l'action comme un échelonnement de ces manœuvres singulières dont chacune d'entre elles est liée à la main. Par contraste avec la première gravure, alors que l'attention des hommes est retenue par un incident, la chute de la jeune fille, le feuillet 2 montre comment des incidents deviennent des actions. Un homme tente de ramasser un gant tombé
ou laissé tomber sur le sol. Contrairement à la chute d'une jeune fille ou celle d'un chapeau, on peut considérer la chute du gant comme une intention et la comprendre ainsi comme une partie de cet échelonnement d'action, qui est en fait l'action du récit en image. Par cette différence entre le feuillet 1 et le feuillet 2, le récit s'accélère et passe de la description d'une scène à la narration d'une action. Pourtant, lieu et action ne sont pas aussi imbriqués qu'il le paraissait de prime abord. Entre les deux images s'écoulent plusieurs heures, comme les longues ombres du soleil de l'après-midi le suggèrent sur la deuxième planche. La référence virtueuse de la planche 2 à la planche 1 dissimule cet écart temporel qui s'étend entre les deux images. Ce n'est que dans le passage du feuillet 2 au feuillet 3 qui, de la clarté d'un après-midi ensoleillé, nous conduit dans l'espace du sommeil et du rêve, que l'on remarque clairement cet écart temporel. C'est la nuit. Le protagoniste est assis dans son lit, le visage enfoui dans ses mains. À sa gauche, une bougie éteinte et un verre rempli. Devant lui, un, ou plutôt le gant, derrière lequel s'assemble une suite étroitement échelonnée de paysages. Tout devant un arbre, derrière lui une zébrure noire que l'on peut identifier comme un fleuve. Au-delà du rivage, on reconnaît une petite silhouette féminine qui se tient à l'orée d'un chemin qui mène à travers un paysage vallonné à une forêt, laquelle se trouve sur le flanc d'une montagne. Le feuillet s'intitule Suahe, Wünsche, et les relations changeantes des espaces vont de pair avec des différentes transitions métaphoriques et synecdotiques entre l'arbre, le gant, la femme et la forêt que nous ne pouvions aussi commenter en détail. À ces syncopes au sein de l'image répond une très forte accentuation de l'intervalle entre les images. Si le passage du feuillet 1 au feuillet 2 a été organisé très efficacement dans le sens de la construction narrative d'une histoire, les trois intervalles suivants dirigent notre attention sur la discontinuité entre les images. Ils constituent des seuils qui nous mènent toujours plus profondément dans le monde onirique. Sur le feuillet 4, intitulé Sauvetage, l'artiste a quitté son lit et il est inséré dans le rêve comme un acteur à part entière. Avec le feuillet 5, qui montre le gant en conducteur d'un attelage triomphal composé d'un coquillage et de 2 chevaux, la série d'images est arrivée dans le monde du rêve qu'elle ne quittera plus jusqu'à la dernière image. Chacun de ces intervalles qui nous mène de l'image 1 à l'image 5, toujours plus loin dans le monde du rêve, nous permet d'envisager le système global du cycle d'une autre manière. Comme nous l'avons vu, l'intervalle entre la planche 1 et la planche 1 et la planche 2 a pour fonction de sélectionner les personnages principaux et d'identifier l'action du récit dans les incidents survenus sur la piste de patinage. Vu ainsi, on peut supposer que le feuillet 1 et 2 forment un cadre stable. L'intervalle suivant, celui entre le feuillet 2 et 3, c'est pas celui du reste des 8 feuillets correspondant à la séquence du rêve. Cependant, dès que nous examinons le passage entre le feuillet 3 et le feuillet 4, une autre forme de cohérence se fait jour
qui réunit les événements dans le parc de Hasenheide et les séquences oniriques, en isolant le groupe constitué par les 3 premières planches. On ne conclut d'abord qu'indirectement que les 3 premières planches forment un groupe dans la mesure où les planches suivantes sont liées par un seul et même thème, celui de la mer. 3 images sur le thème marin suivent la scène de sauvetage maritime du feuillet 4. Sur le feuillet 5 et 6, la mer comme élément de Vénus et à laquelle renvoie l'attelage en coquillage, mais aussi l'écume métamorphosée en rose. Dans le feuillet 7, la mer comme élément aquatique profonde et sinistre, enfantant des monstres. Vue sous cet angle, cette séquence marine constitue l'équateur central de ce cycle en 10 parties. Une fois cette subdivision faite et une fois identifié ce groupe central en 4 parties, encadré par 2 groupes de 3, se dessine une symétrie entre ces deux groupes de 3 au début, à la fin et à la fin du cycle. Il ne s'agit, alors ça c'est le premier groupe de 3 et c'est le deuxième groupe de 3 et au milieu il y a ce quatuor marine. Et il ne s'agit pas d'une simple symétrie numérique. Un feuillet montre à chaque fois la situation avant le vol du gant, pendant le vol et après le vol. La situation avant le vol montre dans les 2 cas une foule ordonnée en couple de laquelle se détache une figure singulière, ici la bonne société berlinoise avec la brésilienne assise seule, là la série des couples de gants et le gant seul sur une table de présentation. Les 2 images sont toutes les 2 à la manière d'un espace de présentation, ici un espace social, le skating rink, là un espace commercial, la vitrine. La conséquence du vol est aussi la même dans le premier et le second trio. Le feuillet 3 montre le couple que forment l'artiste et le gant, et le feuillet 10, c'est lui formé par le gant et amour. Alors que les 2 trios du début et de la fin du cycle constituent une variation autour du même schéma narratif. Le groupe central, composé de 4 images marines, se pose au contraire comme son anti-schéma. Ce groupe central commence avec le feuillet 4, où le sauvetage du gant sur une mer déchaînée constitue le contrepoint du vol. Les 2 images suivantes sont dédiées à la présentation triomphale et à l'hommage rendu au gant. La 4e représente un couple, l'artiste et un gant à taille humaine partagent un lit. Et en même temps, la destruction de cette proximité intime par le surgissement des monstres. Si nous établissons une censure entre le 3e et le 4e feuillet, une division ternaire, au sens musical du terme, apparaît, composée d'une exposition du thème narratif ou du schéma narratif, d'un développement et d'une reprise. Ainsi se dessine la cohérence du cycle dans le passage de la planche 3 à la planche 4. Si nous observons à présent de plus près l'intervalle suivant entre le feuillet 4 et le feuillet 5, nous nous heurtons de relief à une nouvelle forme de subdivision. Dans les 4 premiers feuillets, l'artiste est le personnage principal. À partir de la 5e feuille, c'est autour du gant. Il grandit jusqu'à atteindre une taille humaine, il tient les rênes, reçoit un hommage,
se présente dans une vitrine ou partage un lit avec l'artiste et finit par acquérir finalement la présence d'un corps. Ce n'est que dans le passage du 4e au 5e feuillet que le cycle nous fait pénétrer dans le monde du gant, du même que nous devons mettre les 5 doigts dans un gant pour l'enfiler. Pourtant, par la suite, le gant n'est plus un objet qui tombe par terre, qui repose sur la couverture d'un lit et qui nage dans l'océan et qui occupe le personnage principal qui est l'artiste. Le gant devient lui-même le personnage principal. Ce changement qui intervient au 4e intervalle est souligné par un choix formel remarquable que je n'ai jusqu'à présent pas évoqué, à savoir que les 4 premières images changent considérablement de format et de taille, alors que les 6 dernières images ont approximativement le même format et la même taille. Nous avons déjà évoqué au début de notre intervention ce passage d'une vision totale offerte par le format en largeur à une vision subjective proposée par le format en hauteur. Nous avons également parlé du format vertical, particulièrement abrupt de la 3e image sur le feuillet 3, qui contribue à produire différents effets de glissement et de condensation dans ce paysage en comprimant le lit, l'arbre, la vallée, la forêt et la montagne en une superposition plate de strates. Le feuillet 4 reprend encore la perspective subjective du feuillet 2. Pourtant, contrairement au feuillet 2, ce point de vue est très éloigné de l'action. La figure de l'artiste est non seulement bien plus petite par rapport au format que sur le feuillet 2, mais en plus le motif de l'image, sur une taille de feuille identique, est presque un tiers plus petit. Il semble ainsi être bien plus reposé au fond que la même figure de la feuille 2. En bref, les 4 premières feuilles montrent différentes relations du spectateur à l'image et elles le font parce qu'elles traitent elles aussi des différentes relations de la figure principale à un objet, le gant. Une analogie s'établit entre la relation du spectateur à l'image et celle du personnage principal à l'objet. Cependant, dès que le cycle pénètre dans le monde du gant et que celui-ci devient un personnage, le format et la taille des motifs restent stables. Le format large et allongé neutralise la relation avec le lieu du spectateur et accentue en contrepartie un autre sens de la direction, à savoir le sens de la lecture de gauche à droite, lequel s'impose comme l'axe des événements. Alors l'axe de la lecture et l'axe des événements est superimposé ici. Aussi versatile que soit la succession de ces 6 images, ces dernières sont effectivement liées entre elles par un alignement homogène. Comme je l'ai dit plus haut, avec la 5e image, nous avons enfilé le gant, nous sommes entrés dans un monde que nous ne quitterons plus. Les intervalles qui suivent se différencient à l'inverse des 4 premiers. De la planche 1 à 5, chacun de ces 4 intervalles ouvre une autre perspective sur le système global du cycle. Le premier intervalle annonce un récit réaliste. La césure entre la planche 2 et la planche 3 opère une distinction entre un récit cadre et une séquence onirique. Lors du passage du feuillet 3 au feuillet 4, apparaît l'organisation globale de l'ensemble du cycle composé d'une exposition, d'un développement et d'une reprise du même schéma narratif. Et lors du passage du feuillet 4 au feuillet 5, l'ensemble du cycle se divise entre le monde de l'artiste et celui du gant.
Le 5 intervalle suivant, qui relie l'image 5 à l'image 10, passe au contraire un aperçu en comparaison. L'unité du sens de la lecture et de l'axe des événements place à l'arrière-plan les transitions entre les feuillets. Mais qu'est-ce qui fait avancer l'événement dans ces 6 feuillets? Dans le groupe des 4 premières images, l'événement est une action qui porte sur les gants en tant qu'objet. Mais quel événement se développe dans les 6 feuillets où le gant est le protagoniste? Au premier regard, il est évident que ce groupe de 6 images raconte moins une histoire qu'il ne renforce le déploiement allégorique d'un thème, c'est-à-dire l'axe paradigmatique contre l'axe syntagmatique du récit. Le thème élémentaire nous est déjà familier dès les 2 premières images. C'est celui du couple. Dans le triomphe et dans l'hommage de l'un des gants, le couple constitue une forme honorifique. 2 chevaux tirent un char triomphal, 2 lampes ornent un autel. Sur le feuillet suivant, le 7, le gant monumental et son compagnon de chambre sont assaillis par des monstres, lesquels renvoient à une paire qui manquait dans triomphe et hommage, la paire des gants. C'est justement une paire de gants qui surgit à gauche de l'image, et c'est elle, ce paire de gants, qui est la véritable origine de cette angoisse qui torture le faux couple constitué par les 2 compagnons de lit, l'artiste et le gant. Le feuillet 8 à l'inverse, comme on le verra bientôt, donne l'impression trompeuse qu'un des gants de la série de paires peut être simplement détaché. Un gant isolé repose sur un présentoir. Derrière lui sont suspendus 8 paires de gants. Et si l'on compte précisément, un seul gant gauche est suspendu au milieu. Alors nous avons encore une faux couple de 2 gants gauche au centre, le centre gauche au présentoir et le gant gauche isolé au centre de cette série. Même dans cette image rigoureusement symétrique, le centre est occupé par une fausse paire. Il n'y a rien d'étonnant d'ailleurs à ce que sous la tenue rampe un monstre. Il a déjà accompagné le gant dans le feuillet 5, caché dans les arabesques des vagues sous le char triomphal. Il surgit dans le feuillet 7, se faufile dans le feuillet 8 et enlèvera le gant au feuillet 9. Les contemporains de Klinger voyaient en lui le rival de l'artiste. Le monstre est sans aucun doute l'adversaire du gant. En tant qu'antagoniste de notre protagoniste, le monstre se caractérise d'ailleurs par sa symétrie intrinsèque et constitue dans l'image de l'élèvement également les maillons d'une chaîne à la structure symétrique. D'abord la fenêtre, puis les 2 bras et enfin les 2 ailes, qui contrastent avec le gant isolé d'un côté et la profusion des azalées de l'autre. Toutes les images dans lesquelles le gant est la figure principale tournent ainsi autour du thème de la perturbation, voire de la restauration monstrueuse et trompeuse de la symétrie des coupes. Dans la feuille 10, ce thème trouve enfin sa conclusion. Sur la dernière planche, les roses de l'aurore, le gant épuisé et l'amour tout aussi fatigué, sur le dessin préparatoire, il paraît même, indiquent les premières heures du matin après une nuit agitée qui serait suivie d'autres, comme pourrait
le suggéraient les 4 flèches restantes dans le Krakoa d'amour. Pourtant, même si l'image ne nous tire pas hors du monde du rêve pour nous mener dans celui du réveil, elle conclut le cycle d'une autre manière. Klinger a affublé son amour d'Eil de libellule. Enfin, je le suppose d'indiquer que le gant, qui ici repose comme une enveloppe flasque, devient le dieu de l'amour, lui servait de larve. Alors, je pense que ce choix iconographique utiliser des ailes de libellule nous indique que le gant ici servait de larve. Arrivé à ce point, on comprend, in fine, que les diverses possibilités d'interprétation du gant résident principalement dans le fait que le gant est figuré dans le cycle de Klinger comme le symbole de la symbolisation. Un gant perdu réclame, tout comme le symbolon, d'être uni à sa moitié. À l'inverse des marques de reconnaissance antiques, il ne dépose cependant que 2 pendants, l'autre gant et la main de la dame. Au début du cycle, le gant apparaît comme un symbole extrêmement ambigu. Tout d'abord, sa chute est caractérisée comme une action symbolique qui exige une réponse, par contraste avec la chute de la jeune fille et celle du chapeau. Comme il n'y a pas tout de suite de destinataire, c'est-à-dire comme le gant n'est pas restitué pour ainsi lier la connaissance avec la dame, le thème de la formation d'un couple poursuit différentes formes de perturbation et de fausse restitution. Il produit des remplacements métaphoriques et synecdotiques pour finir dans la 10e et dernière planche sur un tournant surprenant. C'est ni l'autre gant, ni la main de la dame qui sont le pendant manquant. Celui-ci, le pendant, se forme bien plus à l'intérieur du gant et la même quittée. La perturbation de la symétrie en miroir aboutit à un autre type de dualité, celle de la forme et de la vie, de la larve et de l'amour. Klinger choisit de donner des ailes de libellule à son amour aussi parce que, dans le langage spécialisé de la zoologie, le 4e et dernier stade, bien entendu asexué, de développement d'un insecte après l'œuf, la larve et la chrysalide est appelé imago. De ce point de vue, à la fin du cycle, le gant se révèle chrysalide de laquelle s'échappe une image, l'image de l'amour, qui a grandi dans le cocon sombre du cuir. Un gant pourrait être donc lu comme l'espace de l'artiste, comme le rêve de l'artiste en tant qu'artiste graveur, envisagé de manière allégorique en tenant compte de ce que l'art de la gravure. Le cycle traite des relations entre l'image et la planche d'impression, du détachement de la feuille de son pendant inversé, des fantasies de la complémentarité et des fantasies de la totalité qui génèrent cette dissociation et finalement de la vraie nature de la relation entre l'image et la planche d'impression, qui n'est pas définie comme une reproduction mécanique, mais comme une marque intime et d'une métamorphose. Une telle lecture renvoie au maniement virtuose de Klinger, de la gravure et de l'aquatinta, qui rend visible dans chacune de ces feuilles le travail du crayon, mais aussi la morsure du bain d'acide et l'apparition progressive de l'image lorsque l'on retire le papier de la planche.
Le contraste si spectaculaire entre la clarté du papier et l'obscurité de l'intérieur du gant illustre très bien comme cette parenté entre la feuille et la planche d'impression joue un rôle important dans l'expérience de ces gravures. Ces indications sur le médium conduisent à une question, la question finale, qui intéressait sans doute un graveur habitué à calculer l'inversion de la page du tirage lors du travail sur la planche d'impression. De quel gant s'agit-il en fait? Du droit ou du gauche? Un gant est nécessairement fait pour la main gauche ou la main droite. En tout cas, s'il ne s'agit pas d'un de ces gants modernes en caoutchouc, comme utilisé par des Kiriko ou Claes Oldenburg, que l'on retourne facilement, mais d'un accessoire bourgeois en cuir pourvu à l'intérieur d'une fente et de boutons comme celui justement de la série de Klinger. Dans chaque feuillet, l'orientation du gant est presque toujours assez facilement identifiable. Le fait que ce soit le gant gauche que la dame laisse tomber n'est guère surprenant au vu de stéréotypes qui associent la gauche au sinistre et au féminin. Mais il est d'autant plus étonnant que l'artiste ait pris dans sa chambre un gant droit, que sur la mer démontée, il cherche à sauver un gant gauche, que sur la voiture triomphale, ce soit à nouveau un gant droit qui siège et que l'hommage soit rendu à un gant gauche. La compagnon de lit du peintre est un gant droit, celui sur le représentoir, comme vous avez déjà vu, est un gauche. Le monstre enlève un gant droit et l'amour libellule sort d'un gant gauche. Dans chaque intervalle, à partir de la planche 2, est mise en œuvre une seule et même opération, le renversement d'un gant dans son pendant. Dans le feuillet 4, un feuillet décisif à plusieurs égards pour tout le cycle, comme on l'a vu, cette opération n'est pas uniquement lisible sur le gant, mais aussi sur le corps de l'artiste. Alors que dans l'image 2, il se saisit du gant avec sa main droite, c'est avec sa main gauche qu'il tente de repêcher le gant, comme si l'orientation de son corps, à l'instar de celle du gant, s'était elle aussi inversée. C'est maintenant encore un paragraphe très bref. August von Schlegel remarquait que dans les canzonières de Pétrarque, une œuvre exemplaire pour la poésie romantique du cycle, les intervalles entre les poèmes ouvraient sur l'irreprésentable. Je cite August von Schlegel, « Les intervalles vides entre chaque état d'âme offrent des échappées de vue sur l'infini. » Klinger entend aussi les intervalles de son cycle comme des échappées sur l'irreprésentable, car les intervalles ne nous montrent pas seulement quelle forme variée du système cyclique associe les 10 feuilles et que nous pouvons construire selon chaque feuille que nous tenons d'une autre forme de cohérence. Les intervalles ont une tâche plus fondamentale, celle d'inverser l'orientation entre les feuilles. Les espaces entre les images appartiennent eux-mêmes à un espace qui n'est pas représentable dans l'image, un espace dans lequel un gant droit peut s'inverser en un gant gauche. Bref, un espace dans lequel le sujet ne fonde pas l'orientation. Merci beaucoup pour l'attention. Pour continuer sur cette histoire de fétiche, deux choses. D'une part,
il y a pas mal de gravures à cette époque qui présentent des triomphes, un peu comme celui-là, mais ce sont des triomphes du phallus, notamment chez Rops, si je me souviens bien, ou Bursley. Et puis d'autre part, dans la planche 7, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté tout à gauche entre le fait que ça soit une main et le gant? Tu as dit, il me semble, que c'était 2 gants. Et là, du coup, on est en face du problème de l'ambiguïté de la représentation d'un gant et d'une main. Voilà, je me pose la question juste. Non, merci beaucoup. Ça, tu as tout à fait raison. Moi, j'identifie ces deux, ici, comme deux gants, une paire de gants. Mais c'est vrai, c'est un peu ambigu. Et c'est pas nécessaire. On pourrait. Mais si c'est une main, ça maintient le côté impair et non pas pair. Mais sont deux ici. Oui, alors ce seront deux. C'est une paire. Je pense le truc est que ça, c'est une paire est la source de l'angoisse, la paire reconstituée. Ça, c'est le problème pour le fétichiste. Si l'unité est reconstituée, ça, c'est ce que le fétichiste ne veut pas. Alors, comme ça, moi, à l'égard du fétichisme en général, pour moi, le but de ma présentation est de montrer comment la fétichisation de cet objet, comment ça fonctionne. Alors, je voulais vous montrer le fonctionnement de ce cycle sans présupposer une certaine notion du fétiche. Alors, ça serait un peu aussi ma réponse au conseil et au défi du conseil objet théorique. Alors, pas présupposer le conseil freudien ou lacanien ou marxien du fétiche, mais démontrer comment ce cycle produit un fétiche. Et que c'est très, comment dire, focalisé sur la forme du gant et dans tous les différents aspects sous lesquels on peut voir cette forme. Merci beaucoup Ralph. Je demanderai à Bernard Vouillot de bien vouloir nous rejoindre pour